Bonjour François Calfon. Bonjour. Vous êtes conseiller régional à l'Île-de-France, vous êtes membre de la direction collégiale du PS. Absolument. Pour les quelques semaines Voilà. qu'il lui reste à vivre, mais vous allez peut-être être un des hommes qui va animer le PS à l'avenir, puisque vous êtes très proche de Luc Carvounas, un des 4 candidats à la direction de ce parti. Le rapport de Jean-Cyril Spinetta sur la SNCF a immédiatement été accueilli par tous les syndicats sur le thème « C'est une déclaration de guerre ». Est-ce qu'il n'y a vraiment rien à retenir de ce rapport ? Alors, que les syndicats considèrent, dès lors que M. Spinetta fasse la guerre au statut, que c'est une déclaration de guerre, c'est tout à fait logique. Ensuite, est-ce que le système ferroviaire fonctionne comme il devrait ? La réponse est non, bien évidemment. D'abord parce que les ambitions des hommes politiques nourris par la dette de réseau, et dont on 45 milliards d'euros. 45 milliards, et dont on se souvient qu'à la création même de cette structure réseau, qui s'appelait à l'époque RFF, le cadeau finalement de l'État, c'était déjà plus d'une dizaine de milliards d'euros de dette. Donc vous voyez que rien n'est normal dans le système ferroviaire français. Et donc ? Est-ce que pour autant il ne faut qu'il n'y ait aucune adaptation ? Moi je retiens que M. Spinetta lui-même nous indique que le système ferroviaire finalement ne peut pas vivre sans les subventions publiques. Oui. Donc nous ne sommes pas dans le monde de la concurrence libre et non faussée. D'ailleurs, nulle part dans le monde. Pour autant, il faut qu'un certain nombre d'adaptations puissent se faire. Mais par exemple, François Calfon, par exemple, le fait de dire il y a aujourd'hui un statut qui pèse sur les comptes, les actifs, les inactifs, les retraités de la SNCF, etc. Et l'avenir doit progressivement alléger cette charge, c'est-à-dire embaucher des gens dans la SNCF qui ne seront pas sous statut. C'est vraiment une sorte de déclaration de guerre, ça ? Du point de vue des syndicats, ça l'est. Oui, mais du vôtre. Ce qui m'intéresse, c'est le vôtre. Moi, je pense qu'il faut rendre plus efficace le système ferroviaire et qu'en réalité, nous ne sommes pas dans une situation où le groupe SNCF ne l'a pas fait, puisqu'il a une filiale qui lui apporte la majeure partie de sa contribution qui s'appelle Keolis. Ouais. Et je voudrais qu'on ait une image, plus positive des cheminots que celle que vous véhiculez avec finalement la grande masse des gens. Je regarde les syndicats, pas les cheminots, les syndicats de cheminots qui disent cette entreprise, puisque SNCF c'est un groupe, cette entreprise Keolis gagne des marchés à l'exportation et beaucoup de marchés à l'exportation. Et nous avons, par exemple, en ce qui concerne les gares, tout un savoir-faire dans la valorisation des gares qui est très reconnu à l'étranger. Et donc vous êtes pour la concurrence ? Je ne suis pas contre, finalement, qu'un certain nombre d'éléments soient soumis à la concurrence. Y compris le transport des voyageurs, ça viendra, l'Europe l'a obligé, la France Vous savez, le transport des voyageurs, à 85%, le transport des voyageurs, c'est le transport du quotidien et de la proximité. Et là, il n'y a pas de modèle économique pour Transilien, qui est un train sur 2 en France. Je suis conseiller régional, j'ai été administrateur du STIF pendant très longtemps. Vous n'avez pas de modèle économique concurrent sur Transilien. Ou alors, si vous seriez prêt, ainsi que les Franciliens, à payer votre passe Navigo, non pas à 75 €, ce qui est déjà très cher parce que Mme Pécresse l'a alourdi, mais plutôt à 150 ou 200. Donc vous êtes pour la concurrence ? Je suis pour une certaine souplesse, mais je vous ai dit que pour 80%... Oui, mais sur le principe, vous n'êtes pas contre, en tout cas, le fait de... D'ailleurs, encore une fois, qu'il sera obligé par... Mais vous savez, il y a des créneaux où ça existe, ça pose de problème à personne, ni à moi, ni à mes amis, si j'ose dire. Par exemple, sur le train de nuit, sur des destinations point à point en Europe, je ne citerai pas ces entreprises italiennes qui font la concurrence, existent déjà. Elle existe déjà. Elle existe déjà et elle va continuer à monter. Droit du travail, avec des ordonnances qui sont passées malgré quelques manifestations qui n'ont jamais été spectaculaires. Un gros travail de réforme de l'école et qui a l'air de se dérouler à peu près de façon conforme malgré les tentatives de quelques syndicats de mobiliser les profs et les parents. Est-ce que vous pensez que la SNCF peut elle aussi passer, j'allais dire, se faufiler entre les mouvements sociaux et se moderniser ? C'est pour ça que, comme vous permettez de développer une vision plus positive de ce que je pense, si vous trouvez un rapport gagnant-gagnant au sein de la SNCF, et à l'époque, il y a des choses qui avaient bougé sous Louis Gallois, qui avait été un patron de la SNCF à la fois de production industrielle et non pas simplement de marketing, et il avait su mobiliser le corps social. Si on sait mobiliser le corps social autour d'objectifs ambitieux de service public, c'est-à-dire de transporter les Français, je crois que les cheminots seront prêts à un certain nombre, finalement, d'évolutions. L'école, que je citais il y a un instant, Jean-Michel Blanquer était hier l'invité de l'émission politique, il a, à la fin de l'émission, pulvériser le record le pourcentage des gens qu'il a convaincus. 71% des téléspectateurs ont été convaincus, et ça dans toutes les familles politiques, y compris parmi la France insoumise.
Est-ce qu'il y a quelque chose aujourd'hui à reprocher, non pas à Jean-Michel Blanquer, mais au programme qu'il met en place? Alors, sans doute qu'il y a des choses à reprocher au programme qu'il met en place. Maintenant, restons sur les choses massives. Est-ce que la gauche est finalement en désaccord avec le dédoublement des classes en CP? Est-ce que, à titre personnel, je suis en désaccord avec une méthode finalement d'apprentissage de la lecture? Et si nous avons des gens qui remplissent le chômage de masse, c'est qu'ils n'ont pas ces fondamentaux de la lecture et des maths. Et on voit bien que finalement nous baissons dans les classements internationaux. Et je crois que c'est une bonne politique. Y compris la réforme du bac. Alors ça, moi, je serais plus nuancé. Je vois qu'il y a beaucoup de gens qui parlent. Je vous parlerai plutôt à titre personnel. Je ne sais pas ce que pensent les différentes formations politiques. Finalement, je pense que la réforme du bac, c'est un peu accréditer et acter la fin du bac comme un concours national. Et ensuite, je ne suis pas sûr que ce grand oral, en termes de qualité, alors c'est astucieux d'avoir repris le terme de Sciences Po et de l'ENA, mais consacre finalement un retour aux savoirs fondamentaux. Vous voyez, là pour le coup, donc vous avez des interrogations. Une petite nuance, il y a la communication qui, elle, nous renvoie finalement aux fondamentaux de la blouse, de la Marseillaise, et qui plaît aux Français. Et puis, finalement, un bac qui, pour moi, continue de se déprécier comme, finalement, premier rang, on l'a oublié, premier diplôme universitaire. Ce qui est très frappant, à cette réserve près du baccalauréat, c'est que toutes les mesures que vous avez citées sont en fait une sorte de détricotage de ce qui s'était fait auparavant, et en particulier par Najat Vallaud-Belkacem, qu'on n'entend pas d'ailleurs depuis 8 mois, et qui laisse, au fond, détricoter vraiment, maille après maille, l'ensemble du travail du gouvernement précédent. Et vous êtes d'accord avec ça? Mais moi, par exemple, je vous dis les choses, je vais vous répondre. Il y a un élément du détricotage qui ne me convient pas, c'est sur les rythmes scolaires. Moi, je suis Liberté, vous êtes contre? Liberté pour les communes? Puis je termine. Non, je suis dans une commune qui est finalement pas de mon bord politique, et je dois rendre hommage. Ils ont arrêté de le faire puisque finalement le gouvernement a donné un signal contraire à la façon dont on avait mis en place, dont cette commune avait mis, c'est la commune de Melun pour ne pas la nommer, en place les rythmes scolaires avec de véritables gains pour les enfants. Et j'ai envie de vous dire, Monsieur Bétou, que finalement les oppositions principales à cette mise en place des rythmes scolaires, c'est le corps enseignant qui finalement considérait que c'était le monopole de l'éducation légitime. Donc je vous dirais que ça devrait vous interroger sur le bien fondé ou non de ces rythmes scolaires. Vous êtes proche de Luc Carvounas, en tout cas vous soutenez sa campagne, l'un des 4 à prétendre diriger le PS. Qu'est-ce qui fait qu'il peut gagner face aux autres, qu'il peut être entendu, qu'il peut avoir une voix différente des autres? Moi, je veux soutenir un candidat utile pour le Parti socialiste. Donc tout le monde. Non, mais je vais préciser, parce qu'effectivement, ça c'est une... Je vais te dire en quoi. Soit nous faisons comme si c'était un congrès comme toujours. Si vous voulez, vous faites un congrès comme toujours quand votre parti représente un tiers des Français. C'est une bonne chose. Quand il représente 3 ou 5% des Français, comme on l'a vu dans les élections législatives partielles, ça peut représenter une forme de suicide. Soit vous considérez au contraire qu'il faut revenir à une sorte d'âge d'or du socialisme, où, puisqu'on en parle, finalement la souplesse, les adaptations ne seraient pas nécessaires. Et à mon avis, nous nous trompons de cible. Donc Luc Carvounas rassemble finalement ceux qui soutenaient cette majorité, ceux qui l'ont contesté, dont je fais partie. Oui, vous avez été très critique sur le quinquennat Hollande. Et nous pensons que l'urgence pour le rebond, c'est le dépassement de ces querelles du passé pour réinventer un modèle, et non pas s'y inscrire, car ce modèle a failli, et je crois qu'il faut que nous en prenions la mesure. C'est l'enjeu de ce congrès. Et donc c'est un homme neuf? C'est un homme, oui, c'est d'abord un homme qui a géré un collectif local, la mairie d'Alfortville, qui était conseiller départemental. Qui a été sénateur. Oui, oui. Député aujourd'hui. Oui, mais vous savez, il est moins de 50 ans. C'est pas critique, je le décris. Mais en même temps, si vous voulez, il y a un certain nombre d'hommes neufs marcheurs dont on se passerait, excusez-moi, du peu, parce que finalement, la politique, ça ne s'improvise pas. Alors, bonne chance à la campagne de Luc Carvounas et à la vôtre. Merci, François Calfon. Merci.